Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Parmi toutes les situations familiales que l'on peut vivre, celle qui a tendance à s'enflammer chez les Bélanger-Simard, eh bien, ce sont les cris. Parfois, on a des cris de plaisir, de joie, les enfants sont heureux, sont contents, sont dans le bain, ça crie. Parfois, ce sont des cris de colère, de frustration, de peine qui s'accompagnent généralement d'un bon coup de talon. On le sait, nos enfants ont un cerveau qui n'est pas encore mature. Donc, l'émotion vient, elle prend toute la place. Mais comment nous, avec notre regard de parents, on peut désamorcer ces situations-là? Quelle paire de lunettes il faut mettre pour tenter de faire les meilleures interventions possibles? Une fois que la fatigue est là, avec nos journées de travail, les multiples sources de stress qui viennent nous assaillir au quotidien, comment peut-on faire pour désamorcer les situations, pour accompagner notre enfant sans embarquer dans cette escalade de cris et dire « Arrête de crier ». Bon, à tous les parents qui n'ont jamais crié, bravo, chez nous, je l'admets, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai un souci de bienveillance, j'ai un souci d'accompagner mon enfant, donc je souhaite que ça arrive le moins souvent possible. Et pour ce faire, j'en discute aujourd'hui avec Sarah Hamel et Stéphanie Deslauriers, deux psychoéducatrices, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté de participer au balado à la hauteur de nos tout-petits. D'entrée de jeu, je voulais qu'on parle aujourd'hui des cris. Les cris de joie, les cris de colère. On le sait, nos tout-petits s'expriment beaucoup par les cris, même les petits bébés. Ils commencent par des petits gazouillis, par des petits cris. Mais en tant que parent, est-ce qu'on a le droit d'admettre que même, commençons par le positif, le cri positif, le cri dans le jeu, le cri de plaisir, à la longue, ça peut être un peu intense, lourd parfois. Comment on peut gérer ça sans non plus venir castrer nos enfants? Ouais. Bien, si je peux me permettre, je vais être un peu plate parce qu'il n'y a pas de réponse one size fits all. Parce que le cri, c'est un comportement. Un comportement, c'est un symptôme de quelque chose. Il faut se demander, avant d'intervenir, pourquoi l'enfant il crie. Puis on ne va pas intervenir sur le cri, mais on va intervenir sur la raison de pourquoi il crie. OK, donc, excuse-moi, le fameux « arrête de crier »,« arrêtez de crier », ça donne rien finalement. Ça, c'est l'équivalent de dire à quelqu'un qui tousse « arrête de tousser ». La personne qui tousse, là, elle a un symptôme, c'est de la toux. Mais là, il faut savoir, elle a-tu une bronchite? Elle a-tu une pneumonie? Elle a-tu la COVID? Est-ce qu'elle fait de l'asthme? Est-ce qu'elle s'étouffe avec sa salive? On va trouver pourquoi qu'elle tousse, puis on va donner un traitement approprié à la raison de sa toux. C'est ça qui va faire en sorte que sa toux va finir éventuellement. Puis c'est la même chose avec les cris. Si tu lui dis « arrête de tousser », ou que tu t'interviens vraiment juste sur sa toux, là. C'est comme si tu lui donnes une pastille, sur sa toux, excuse-moi, sur son cri. C'est comme si tu donnes une pastille ou tu lui dis arrête de tousser. Et ça se peut qu'il arrête. Quelques minutes, mais on ne peut pas espérer que ça ne revienne pas. Et même quelques minutes, je trouve ça optimiste. Souvent, ça va être même quelques secondes où est-ce que là, l'enfant essaie d'inhiber le cri, mais comme le dit Sarah, c'est un symptôme, c'est la pointe de l'iceberg de quelque chose de plus grand. Genre, tu as un cri d'excitation, j'ai du plaisir, mais peut-être aussi que j'ai du plaisir à côté de maman puis papa, mais j'aimerais ça avoir du plaisir avec eux, puis c'est une façon d'attirer l'attention, par exemple. Donc, comme le disait Sarah à ce moment-là, si on remarque que le comportement sous-jacent, la raison sous-jacente au comportement, c'est la recherche d'attention, oups, on va pas venir intervenir sur la recherche d'attention et ultimement, le cri sera plus là, ou en tout cas, on va moins répéter, mais ça durera plus longtemps l'intervention, l'effet de l'intervention. Exact. Puis des fois, là, on a beau faire les meilleures interventions de la Terre, ça se peut que l'enfant y ait du liquide dans les oreilles ou qu'il y ait quelque chose au niveau vraiment physiologique qui fait en sorte que lui, il ne s'entend pas. Fait qu'il parle tout le temps plus fort que les autres. Ou peut-être qu'il est dans un environnement super bruyant puis qu'il a juste appris à parler plus fort que tout le monde. Ou peut-être qu'il est en recherche de stimulation auditive au niveau sensoriel. Là. C'est un enfant qui crave. Là. Lui, plus tard, il va l'écouter dans le tapis, sa musique dans son char, puis il va, je sais pas, il va chanter par-dessus. Tu sais, il y en a du monde de même qui a ça, cette stimulation auditive-là. Fait qu'on va répondre à son besoin
mais autrement. Tu sais, c'est ça, il faut aller au-delà du symptôme, au-delà du comportement pour vraiment, vraiment régler la problématique, là. Okay. Bon, puis Maggie, oui, vas-y. J'allais te dire, Maggie, tantôt, tu parlais la fameuse intervention, arrête de crier. Mais ce qui est fascinant, c'est que souvent, quand nous, on le dit, c'est pas tant en mode intervention, mais davantage en mode réaction. Ouais. On est irrité, on est à bout d'entendre ça. Donc, nous-mêmes, on le crie, cette intervention-là. Tu sais, ou là, calme-toi! Attends une minute, parce que pour me calmer, j'ai besoin de me sentir safe, en sécurité, apaisée, accueillie. Puis quand tu me cries de me calmer ou d'arrêter de crier, mais ça fait l'effet inverse. Ouais, alors, ça ne fonctionne pas. On comprend bien que les enfants, très, très, très souvent, nous regardent, nous imitent, vont faire ou vont adopter le comportement qu'on leur montre aussi. Donc, bref, mettons, on fait une mise en situation. OK, on a des enfants, par exemple, à l'heure du bain. La salle de bain, c'est petit quand même. Ils ont beaucoup de plaisir dans le bain, l'eau, tout ça. Ça peut amener beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir. Mais ça reste que le cri devient dense un peu pour le tympan rendu à 7 heures le soir. Donc, nous, en tant que parents, là, si on sent que ça monte, est-ce que peut-être on peut prendre, exemple, un pas de recul, juste prendre une bonne respiration, puis y aller quoi? À l'inverse, presque chuchoter puis dire... Les enfants, tu sais, est-ce qu'on peut baisser le volume? Ou je comprends que vous avez du plaisir, mais tu sais, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme truc là, quand on sent que ça monte dans un environnement aussi fermé? Bien, moi, là, je vais vous dire la phrase que je dis 100 000 fois par jour. La créativité, ça surpasse l'autorité. Fait que comme tu dis, tu sais, de prendre ta petite voix, mais de dire « Hey, les amis, on est des petites souris. » Puis que là, on va y aller par leur imaginaire, on va y aller par la créativité, on va les faire embarquer dans notre projet de parler avec des petites voix, où on va se mettre à chanter des chansons tout doucement pour que l'enfant module son ton de voix au nôtre, mais pas dans la contrainte, puis obligé parce qu'il a peur de se faire chicaner. Non. Mais ça, on n'aura pas d'histoire, tu sais, avec le doigt, là, ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Non, c'est vrai que la coercition, effectivement, c'est pas efficace. Puis j'aime beaucoup l'idée que Sarah donne. Fait que, on y va un peu par le jeu, par quelque chose de ludique, d'agréable. Puis en plus, il y a comme une espèce de co-régulation. C'est-à-dire que moi, en adoptant une attitude calme, ben, je montre à mon enfant, OK, on détend un petit peu l'atmosphère en offrant ce modèle-là aussi de la voix douce et en montrant, regarde, comme on peut avoir du plaisir en jouant, en prenant la voix de la petite souris ou en chantant une chanson avec, en chuchotant. Alors, l'enfant, des fois aussi, ne se fait pas une représentation mentale qui peut avoir du plaisir OK, tone it down. Oui. Ouais. Mais justement, à l'inverse, est-ce que, bon, là, vous allez peut-être me trouver intense dans la planification, mais est-ce qu'à l'inverse, on devrait avoir des périodes où on a le droit de crier? Tu sais, entre vous puis moi, là, un bon cri, une fois de temps en temps, ça fait du bien, c'est libérateur, tu sais, parce que souvent, même dehors, par exemple, ben là, on veut pas déranger les voisins. C'est des enfants qui crient tout le temps, c'est un peu tannant. Ensuite, à l'intérieur, ça peut devenir... Donc, bref, est-ce qu'on devrait laisser cet espace-là? Parce que ça reste que le cri, c'est une façon aussi de laisser passer nos émotions. Bien, je trouve ça super intéressant comme proposition, Maggie. Puis en psychoéducation, en intervention, on parle souvent de prescrire le symptôme. Donc, de donner le droit dans un cadre, un contexte, un lieu, un moment donné, d'adopter le comportement qui, généralement, on va intervenir dessus puis on va l'interdire parce que ça dérange, parce que ci, parce que ça. Donc, de le circonscrire puis de dire, dans ce contexte-là, on a le droit, on laisse aller notre fou, puis... Des fois, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a certains enfants et même certains adultes, on peut se prêter au jeu, bien évidemment. Puis c'est comme, OK, ça fait du bien parce que je sais que j'ai le droit. Exact. Puis après ça, je ressens moins le besoin parce que j'ai pu avoir un moment et un lieu pour le faire. Ben c'est ça, on dirait que quand on démonise les choses, ben là, il y a toute la traite de l'interdit, puis de justement, tu sais, parfois ils savent aussi, comme on disait tantôt aussi, c'est dans le but d'une recherche d'attention, ils savent que ça va venir nous piquer en tant que parents, donc on va intervenir tout de suite. Mais là, en démocratisant ça, en laissant ça libre, est-ce que justement, ça va peut-être avoir l'effet de, ben c'est le comportement, puis bon, je l'ai fait, maintenant je fais d'autres choses.
Bien, en fait, c'est ce on revient à ce qu'on disait au tout début, qu'on intervient sur le besoin et non sur le comportement. Tu sais, si on répond à son besoin d'extérioriser son trop-plein, bien, le besoin il est répondu. Donc, le comportement va s'estomper de lui-même. Tu n'auras même pas besoin de faire d'intervention, de faire des conséquences, puis tout ça. Ça va s'estomper tout seul, là, parce que le besoin va être répondu. Mais justement, lorsque le cri vient, le cri est associé à de la colère, de l'agressivité, que ce soit, par exemple, en lien avec, je sais pas, justement, une consigne. Je sais pas, moi, pour une raison de sécurité, on dit, garde ça, on peut pas faire ça. Tu sais, ça met ta sécurité en danger. Ou lorsqu'il y a un conflit entre frères et sœurs. Bref, que le cri est là pour nous démontrer la colère. On le dit, on doit laisser nos enfants vivre un peu leurs émotions. Hein? On ne peut pas toujours les couper puis toujours les prémunir de leurs émotions parce qu'il faut qu'ils apprennent à les gérer. Comment on peut intervenir justement en guidant, en encadrant, mais en laissant vivre la colère? Bien, le cri, là, un enfant qui crie, qui frappe, qui lance, tout ça, c'est une manière immature et maladroite là, d'exprimer la frustration parce qu'il y a un cerveau immature. C'est vraiment, c'est encore une fois, c'est un symptôme de son immaturité. Le besoin qui est caché ici, c'est j'ai de la misère à sortir de ma colère. Je suis envahie, là, ça déborde. La colère est en train de déborder de moi. J'ai 2 pieds dedans. Là. On est jusque-là, je ne suis pas capable de me sortir la tête de l'eau. Fait que ça sort tout croche. Ça sort en cri, ça sort en couant, en pleurant, en sciant ça. Fait que encore une fois, on ne va pas dire « arrête de crier !» parce que si je fais ça, j'interviens sur le symptôme. Ouais. J'interviens pas sur le besoin qui est... Puis pour lui, la colère est là est plus forte que lui, ça sort par les oreilles partout, comme tu dis. Mais comment on l'aide à vivre ça, sa colère? Bien, je pense que d'abord, je ne sais pas si tu es d'accord, mais en fait, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Sarah. Pas mal sûr. Mais puis tu sais, de plus en plus, on en parle. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. On parle de l'accueil de l'émotion. Fait que nous, comme parents, c'est notre job d'être le miroir de notre enfant qui, effectivement, Sarah le met bien. L'enfant adopte un comportement immature. Pourquoi? Parce qu'il a un cerveau immature. Donc, de un, peut-être nous, comme parents, pour réagir moins, ajuster nos attentes. Se rappeler, mon enfant a 1 an, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Il est en apprentissage. Son cerveau est en plein développement. C'est normal. Deuxièmement, quand notre enfant crie, puis moi, je l'ai fait avec ma petite de 3 ans et demi, presque 4, je comprends que tu es fâchée. C'est ce que tu essaies de me dire, hein, que tu es en colère. Puis sur le coup, elle n'est pas disponible à ce que je lui fasse un long sermon sur mais quels sont les autres moyens d'exprimer ta colère. Elle n'est pas là. Elle a besoin d'être accueillie là-dedans. Fait que des fois, juste d'entendre, ma mère voit au-delà de mon comportement, elle me comprend, elle n'est pas dans le jugement. Puis des fois, c'est moi qui vais le proposer. Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Des fois, au contraire, est-ce que tu as besoin d'espace? Est-ce que tu as besoin... Tu sais, on parle beaucoup du time-out, mais de plus en plus, on se rend compte que ce qui fonctionne bien, c'est le time-in. Tu as besoin d'aide, de soutien, de proximité pour te réguler. Fait que c'est ça que je voulais dire. OK, donc ça, j'aime ça. Là. Oui, parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler du retrait. Tu sais, va réfléchir à ton comportement, prends le temps. Mais personnellement, je dois l'admettre, je l'ai déjà fait chez moi, surtout avec ma plus vieille qui a 5 ans. Et chez nous, ça vient ajouter une couche de je vois parfois même pratiquement la peur. Tu sais, on dirait que l'enfant, puis maintenant, bon... En faisant le balado, ça m'aide aussi, moi aussi, en tant que mère, mais je me rends compte que lorsque vraiment l'émotion est là, que ce soit la colère ou la peine, tu sais, quand c'est très, très fort, là, des fois même, ils ont quasiment tendance à vouloir en trembler, là, c'est physique pour eux autres, mais de dire, va en retrait, réfléchir, là, je sens que c'est comme, mon Dieu, tu m'abandonnes, ils se sentent pas bien avec ça parce qu'ils savent pas plus comment gérer ça. Donc, bref, j'aimais beaucoup ton idée de proposons un câlin ou juste des fois, moi, ce que j'essaie, puis vous me direz, maman est là. Regarde, je reste à côté de toi ou maman, tu sais, je mets ma main juste des fois sur le bras doucement, car maman est là. Prends le temps, pleure, fais du bien des fois. Tu sais, vide ça, puis on s'en reparle quand tu seras prêt. Ou, tu sais, mais juste de rester là en silence. Parce que comme tu dis aussi, vouloir en jaser là, à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, je veux dire, quand on est dedans, là, on voit noir, on n'a pas envie d'en jaser, on se comprend pas. Non, puis des fois, en fait, c'est que ça va ajouter de l'huile sur le feu. Tu sais, Hulk,
quand il est Hulk, si tu gueules après, il va juste être encore plus Hulk. Hulk, pour redevenir Bruce Banner, il a besoin d'être groundé. Il a besoin de savoir que c'est correct. Il a besoin de calmer sa colère. Il a besoin d'un gros câlin de Black Widow. Il a besoin d'aide pour décanter, là, puis retrouver ses sens. Mais d'y aller, si on répond à Hulk de la même manière que Hulk est en train de fonctionner, on va juste augmenter encore plus la colère, puis ça va être encore pire, là. Fait que c'est pas le temps de dire arrête de lancer des choses, arrête de faire ci, arrête de faire, tu sais, arrête de crier, calme-toi, non, t'es pas gentil. Ces affaires-là, ça fait juste augmenter sa colère encore plus, là. Oui, parce que souvent, l'enfant qui est dans ce trop-plein-là, ben déjà, ça peut être déconcertant de je vis tout ça, puis je sais pas comment le gérer. Puis là, en plus, je me fais dire d'arrêter. Je comprends qu'il faut que j'arrête, mais je sais pas comment. C'est plus fort que moi, donc ça m'insécurise. En plus, parfois, il y a la surcharge sensorielle. Alors là, je suis en train de crier, je suis en train de me désorganiser physiquement. Et là, on vient ajouter, nous, un stimulus, dis-je, auditif parfois en parlant fort, en répétant des choses. Alors, ça l'aide pas. Puis, tu sais, Maggie, tu nommais à 2, 3, 4 ans, mais même moi, à 34 ans, là, mettons que je suis bien fâchée, là, si on essaie de me raisonner, c'est quoi l'impression que ça va me donner? Qu'on essaie de m'invalider, qu'on essaie de minimiser ce que je ressens, qu'on n'accueille pas mon émotion. Tu comprends rien de ce que je vis aussi. Hein? Oui! Ça, notre chum ou notre blonde, tu comprends rien? Exact! Puis ça fait juste augmenter encore plus l'intensité de l'émotion qui, comme un tout petit enfant, veut se faire entendre, voir et comprendre et valider, tu sais. Oui, puis je rajouterais même la dimension affective dans ça. Tu sais, déjà, là, il sent tout croche parce qu'il est envahi d'une émotion qu'il ne comprend pas, c'est des sensations désagréables, mais c'est en plus, il faut qu'il ait l'impression qu'il est inadéquat puis que le lien affectif il est menacé. Là, oublie ça, cocktail de marde super méga explosif. C'est sûr qu'il se désorganise, là. C'est too much à gérer pour un tout petit, ça. Oui. Puis, moi, il y a quelque chose seulement, Stéphanie sera pas là, par exemple, la colère. Je veux dire, les premières fois qu'on vit la colère ou des grandes peines, on s'entend que même adulte, hein, on l'a dit Stéphanie, on a de la misère nous-mêmes parfois en tant qu'adulte à gérer ça. Ce sont des émotions complexes. Est-ce que de dire justement, là, c'est pas grave ou t'es pas, en invalidant l'émotion, est-ce qu'à la longue, justement, on peut amener notre enfant à se dire, mais coudonc, je suis un extraterrestre, moi, pourquoi je vis ça? Tu sais, c'est pas normal de vivre ça. Tu sais, je comprends qu'ils réfléchissent pas jusque-là à cet âge-là, mais est-ce que ça peut même laisser des traces dans le futur? Ben oui, ça peut les amener à inhiber, en fait, l'expression émotionnelle. Donc, OK, quand je file pas ou quand je ressens une détresse, quelle qu'elle soit, une émotion inconfortable, ben, plutôt que de l'extérioriser et de me sentir en sécurité auprès de mon parent, mais je vais la garder pour moi. Mais c'est pas parce que je la montre pas que je ne la ressens pas. Alors là, notre enfant vit sa détresse. Éventuellement, cet enfant-là devient un ado, devient un adulte et n'a toujours pas développé la capacité d'exprimer adéquatement son ressenti et de se sentir suffisamment en confiance avec une personne, sa base de sécurité à la base comme parent, puis éventuellement d'autres figures d'attachement. Alors, il ne développe pas ces stratégies-là d'autorégulation émotionnelle. C'est pas ça qu'on veut. Puis nous, on a été élevés comme ça hein, dans les années, je pense qu'on a à peu près le même âge, dans les années 80-90. Arrête de pleurer, ben non, c'est pas grave. Fait qu'on doit, nous, comme parents, désapprendre ça. Puis même moi, je le vois avec ma mère de 68 ans qui me voit faire avec ma fille, puis qui apprend. Au début, elle lui dit « Ah, c'est correct, arrête de pleurer. » Maintenant, c'est comme « C'est correct, ma pinotte pleure. » Tu sais? Ouais. Alors, elle aussi a déconstruit ça, puis je trouve ça beau. Oui, très beau, parce qu'on le dit souvent, hein, ça prend un village pour élever un enfant. Alors, des fois, ça peut amener, je veux dire, les parents, les grands-parents ou même les gardiens, gardiennes, peu importe, à changer un petit peu leur approche par rapport aux enfants dans le quotidien, tu sais. Oui, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Moi, je regarde là, dans les garderies, puis tout ça, je vois que la chaise de retraite est encore monnaie courante, puis non, on pleure pas ici, là, on est content, là, ça, j'entends ça des fois, puis ça me frise le poil dessus les bras, là, parce que
Là, on le voit que c'est pas encore une information qui est suffisamment répandue. Là. Fait que moi, je suis bien contente qu'on en parle dans ton podcast, puis j'espère que ton podcast il va être écouté là, par toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin avec les enfants. Là. Mais justement, on se croise les doigts, puis j'aimerais aussi qu'on vienne là, déculpabiliser parce que j'aime ça, Stéphanie, ce que tu dis. Puis je dois l'admettre, j'ai été élevée comme ça aussi de c'est pas grave, là, voyons, on parle pas de ça. Ou, tu sais, bon. Puis honnêtement, j'en veux pas, là. Tout le monde, je pense, fait de son mieux avec aussi l'enseignement qu'on a eu, hein. Nos parents, nos grands-parents, tu sais, je veux dire, d'ouvrir le discours, tout ça, c'est relativement nouveau comme idée, comme concept. Souvent, les enfants avant hein, étaient plutôt ceux qui subissaient l'autorité, puis on marche comme ça, puis essaie pas d'aller à gauche, à droite, la voix est là, puis c'est tout. Par contre, en tant que parent, quand ça nous vient, là, ou des fois, on le fait, là, arrête de crier, puis là, après ça, on est comme, wow, on prend notre pas de recul. Comment on devrait recevoir ça en tant que parent? Tu sais, on peut-tu se laisser une petite chance? Je pense que des interventions parfaites, ça se peut pas non plus 365 jours par année avec 3 enfants, là. Non, puis même avec un enfant, ça se peut pas, tu sais. Puis tu le nommes bien. Puis tu sais, en fait, tu vois, c'est en quelle année? En 2017, je publiais Le bonheur d'être un parent imparfait justement pour ça, pour déculpabiliser les parents. Moi inclus, à ce moment-là, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, j'étais belle maman et tout. Mais pour dire non, c'est ça se peut pas être tout le temps impeccable. Donc, acceptons notre propre imperfection, soyons ce modèle-là pour nos enfants qui deviendront des ados puis des adultes imparfaits aussi, puis qui doivent apprendre à l'autocompassion puis à s'aimer tels qu'ils sont. Ça enlève la pression aussi de dire « Hey, ce que je te donne, là, c'est de l'amour inconditionnel. Je t'aime dans toutes tes imperfections, mon chaton. » Puis nous, comme parents, soyons ce modèle imparfait-là de dire « Quand j'en fais une erreur puis une mauvaise intervention, là, ben, on s'excuse, on répare. » Tu sais, c'est ce qu'on demande de faire à nos enfants. Faisons-le. Je le fais avec ma pinotte de 3 ans et demi, puis j'ai pas commencé hier matin, là. Depuis qu'elle est encore plus petite, c'est ce que je fais. Ah, tu as raison, tu sais, maman s'est impatientée parce qu'elle va me le dire. Maman, je n'aime pas ça quand tu cries. Tu as raison, ma chérie. C'est maman, elle était fâchée, mais j'ai pas à crier ou j'ai pas à lever le ton. Je suis désolée. Tu sais, faisons-nous un câlin, puis comme. That's it. Continuons. Ouais. C'est surtout que, tu sais, on veut que nos enfants soient capables de s'excuser, mais ça, c'est pas quelque chose qui se force. Tu peux pas forcer quelque chose à avoir cette bienveillance-là envers autrui. Il faut que tu aies reçu un shitload de bienveillance puis d'excuses pour être capable d'offrir ça en retour. Fait que quand on intervient à côté de la traque, ce qui nous arrive tous, ben quand ça arrive, au lieu de juste culpabiliser, ben c'est d'utiliser ça pour transformer ça en occasion, en or de fournir le modèle d'excuse à notre enfant, de lui offrir cette bienveillance-là, de lui dire « Hey, t'as raison, hein, je t'ai fait peur quand j'ai crié. Les mamans, c'est pas supposé faire peur aux enfants, c'est vrai. » Puis, tu sais, de rattraper ça, de lui montrer comment qu'on fait. Tu sais, que moi, je veux le meilleur pour toi, fait que je vais réparer mon geste. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait avec les gens qu'on aime. Fait que d'offrir ce modèle-là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à notre enfant. Là. Oui, puis un beau modèle d'excuses sincères. D'ailleurs, il y aura un épisode qui sera présenté un peu plus tard sur l'empathie. J'ai eu une discussion à savoir, est-ce que ça arrive du jour au lendemain? Comment on développe ça? Est-ce qu'on force des excuses? Donc, j'invite ceux que ça intéresse à se rendre à un prochain podcast pour voir encore, on va aller encore plus loin dans ce sujet-là, mais ça met extrêmement bien la table. Et en terminant, justement, mesdames, on le disait, lorsque l'émotion est là, c'est pas le temps d'avoir des grandes conversations. Par contre, lorsque on se lève le matin ou une belle journée au moment de l'histoire, par exemple, ou au moment de la rétroaction avant le dodo, est-ce que là, on pourrait leur donner des conseils, justement? Est-ce que là, on pourrait l'aborder lorsqu'on n'est pas en situation de crise? Aborder l'idée de quand tu sens que ça bouillonne dans ton ventre ou lorsque tu sens voici tel truc. Bon, je comprends qu'ils seront peut-être pas capables de le mettre en place, mais je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va s'inscrire quelque part dans le cerveau? Oui, ça sème des graines. Tu sèmes une petite graine en faisant ça, mais comme tu dis, ça se peut qu'ils ne soient pas capables de le mettre en place sur le coup parce qu'il y a encore de la difficulté avec l'autocontrôle. Fait qu'il y a beau avoir toutes les stratégies en tête, c'est de le mettre en application, c'est d'inhiber son action. Là, il a tellement envie de crier, là, ça sort tout seul. Mais il n'a pas été capable de le retenir parce que son cerveau est encore trop immature. Oui. C'est pas qu'il ne sait pas les stratégies, c'est qu'il n'est pas capable de les mettre en place. Oui. Puis c'est pas qu'il veut pas, puis c'est pas qu'il nous cherche, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça non plus. Comme le dit bien Sarah, c'est vraiment lié au développement du cerveau. Puis ce que j'ai envie de dire aussi,
petit bémol sur les discussions émotives juste avant le coucher, hein, parce que pour amener un état d'apaisement qui amène à l'endormissement, ben, on va essayer d'y aller plus. On est dans les câlins, dans l'affection, la tendresse, les petites histoires. Mais les sujets plus émotifs, on se garde ça pour des moments au courant de la journée, juste pour s'assurer que notre enfant puisse se laisser aller en toute sécurité vers le sommeil. Ouais. Et non pas, justement, faire peut-être l'effet inverse. Hein? On voudrait surtout pas les stresser avant le dodo pour qu'ils se mettent à réfléchir à ça au moment de s'endormir. Merci beaucoup, mesdames. Ce fut très, très constructif, en espérant justement que ça puisse aiguiller, accompagner les parents qui nous écoutent et on aura la chance de se reparler. Merci. Dans le segment coup de cœur cette semaine, je voulais vous parler d'un livre et d'un jeu qui m'ont beaucoup aidé à discuter des émotions, à aider mes enfants à nommer leurs émotions. Et pour preuve, le livre se trouve, pour ceux qui nous regardent via YouTube, dans le décor du balado à la hauteur de nos tout-petits. Je m'en vais le chercher. Il s'agit d'un livre qui s'intitule « La couleur des émotions ». C'est écrit par Anna Lénas et c'est publié aux éditions Quatre Fleuves. C'est un livre magnifique. J'ai eu la chance, ou mes enfants ont eu la chance de le recevoir en cadeau. C'est un livre cartonné où on nous présente à chaque page des couleurs. Le monstre des couleurs vit plusieurs émotions et il tente de mettre ses émotions dans un petit pot. Hein? D'essayer de classifier les émotions pour mieux comprendre ce qu'il ressent. Et chaque émotion est représentée par une couleur. Donc, je vous invite, si vous voulez aller sur YouTube, à voir ce que je présente. Sinon, le livre « La couleur des émotions », je vais tenter de vous le décrire. Mais c'est vraiment un livre en 3 dimensions. Donc, très, très, très intéressant, très ludique pour l'enfant. Pour vous donner un exemple, la page jaune, comme celle-ci, c'est la joie. Donc, le monstre est en jaune pour symboliser la joie. Lorsqu'il vit, par exemple, de la tristesse, eh bien, la tristesse, elle est symbolisée par le bleu. Donc, chaque couleur vient représenter une émotion. Ça permet d'en discuter. Le rouge, eh bien, c'est la colère. Et le fait aussi que le livre soit en 3 dimensions, eh bien, ça permet à l'enfant vraiment de se rapprocher, de toucher au personnage, de discuter. Il y a également la peur qui est symbolisée par une couleur foncée, le noir. Et finalement, ma page préférée, c'est aussi ma couleur préférée, la sérénité. On y voit le monstre sur un hamac tenu par 2 arbres qui relaxent. Il se sent serein. Donc, ça amène aussi, côté stimulation du langage, des mots. La sérénité, la colère, la tristesse, ça nous permet d'en discuter. Et ça nous permet aussi de venir valider avec l'enfant l'émotion qu'il ressent. Qu'est-ce qui est normal, que tout le monde vit. C'est sûr que dans une situation comme on en a discuté tout à l'heure avec Sarah et Stéphanie, lorsqu'il arrive une émotion dans une situation précise, l'enfant va pas toujours faire le lien avec le livre. Par contre, chez nous, ça m'a amené un code avec mes enfants. Je leur demandais parfois, t'es quelle couleur dans ton cœur? Est-ce qu'en ce moment, tu te sens bleu? Est-ce que tu te sens rouge? Puis parfois, ça amène l'enfant, même mon tout petit, mon 3 ans, ça lui amène à faire la différence. « Ah là, maman, je me sens bleu. J'ai de la peine. » Ou « Ah non, là, ma soeur a pris mon jouet. Je suis rouge, je suis en colère. » Donc, chez nous, en tout cas, ça a été un code pour parler des émotions, pour rendre ça tout à fait normal d'en vivre. Puis même, parfois, je le dis, maman est là pour t'accompagner, mais aujourd'hui, je suis un peu en colère. Hein? Il est arrivé des situations, je me sens en colère, donc on essaie de le démocratiser. Et bref, ce livre-là, La couleur des émotions, on peut le regarder en fait durant la journée avec l'enfant, en parler. Il n'y a pas de pression. Ça vient vraiment exposer les émotions qui existent de par des images, de par des montages en 3 dimensions qui sont magnifiques. Donc, je vous le rappelle, La couleur des émotions. Et il existe également un jeu. Donc, le jeu est tiré du livre. En fait, c'est le monstre des couleurs qui vit une multitude d'émotions sans déçu-dessous, oui. Et le but, donc, par le jeu de société, parents, enfants, eh bien, c'est d'aider le monstre à retrouver l'équilibre, à bien classifier ses émotions
Et ça nous permet évidemment d'ouvrir la discussion et de partager avec l'enfant. Alors, en espérant que ce coup de cœur vous aidera à discuter des émotions avec vos enfants. Un merci spécial aux 2 psychoéducatrices avec qui nous avons discuté aujourd'hui, Sarah Hamel et Stéphanie Deslauriers, que vous pouvez suivre sur leurs réseaux sociaux. Pour en connaître davantage sur le balado, il y a ma page Facebook megguybélanger.journaliste ou mon compte Instagram Meggy Bélanger. N'oubliez pas, c'est important d'accueillir les émotions et on est là pour vous accompagner afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.